En 1994, la police se retrouve face à deux homicides non résolus. Ils n'ont visiblement aucun lien. Mais si finalement tout était connecté, c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en janvier 1994. Un homme se promène dans le parc national de Salisbury, qui se trouve dans l'état de la Caroline du Nord. Et tout d'un coup, il pense avoir trouvé le corps d'un homme. Et il appelle la police directement. La police arrive sur place et elle constate que c'est bel et bien le corps d'un homme qui est dans la neige. L'homme est recouvert en fait de neige et ils se rendent compte qu'en dessous, il est complètement nu et qu'il a visiblement reçu 2 balles dans la tête. La police examine les lieux et il se rend compte qu'il n'y a aucun indice. Tout a été recouvert par la neige, donc ça fait déjà un petit moment que la personne doit être là parce qu'il y a quand même un assez gros dépôt de neige sur lui. Et ils se disent que ça a l'air d'être l'œuvre d'un professionnel. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas les vêtements, et souvent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il a enlevé les vêtements, souvent pour cacher tout indice, pour qu'il n'y ait aucune preuve qui le lie au meurtre. Mais finalement, il se rend compte qu'il y a peut-être un indice qui a été laissé. Car proche du corps, il trouve un bout de ruban adhésif. Et sur ce ruban adhésif, on retrouve du sang et des cheveux qui sont mêlés. La police va pouvoir analyser ce ruban et le sang et les cheveux appartiennent à la victime. Et cette victime se nomme Victor Gunnarsson. Et c'est un homme qui a été porté disparu il y a plus d'1 mois. Victor Gunnarsson, c'est un homme de 40 ans, qui est d'origine suédoise, mais qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et lorsqu'ils font une enquête autour de lui, ils se rendent compte qu'au niveau international, cet homme est connu, car il a été un des suspects principaux dans le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme en 1986. Victor faisait visiblement partie des suspects car il faisait partie d'un mouvement qui était un mouvement opposé au Premier ministre. Et lors de l'assassinat du Premier ministre qui s'est passé dans la rue, on a déclaré que Victor était non loin de là en train de boire un verre, vraiment dans un bar qui est vraiment à côté de l'endroit où le Premier ministre s'est fait tirer dessus. Mais finalement, lors d'une séance d'identification, personne ne l'a reconnu, donc finalement il a été relâché. Et même s'il y a la présomption d'innocence, il a été traité, on va dire, d'une façon assez dure en Suède, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à trouver de travail après ça, et que dans la rue, souvent on le traitait de tueur. Et donc il pouvait plus rester en Suède, et c'est là qu'il a décidé d'aller vivre aux États-Unis. Et 8 années après son arrivée aux États-Unis, on va retrouver son corps dans la neige. Donc on a les États-Unis, mais aussi la Suède qui sont assez impliqués afin de savoir qui a tué Victor. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même peut-être le mobile qui peut être lié à l'assassinat du Premier ministre suédois. Donc les deux pays sont quand même très intrigués et veulent vraiment avoir des réponses. Donc la police décide de se renseigner un peu plus sur le moment où on l'a déclaré disparu, et il se rend compte que la dernière personne qu'il a vue s'appelle Kay Whedon. Et Kay Whedon, c'était une relation récente. Ça faisait quelques semaines qu'ils se fréquentaient, elle et Victor. Et elle a déclaré qu'elle l'a vu une dernière fois la nuit du 3 décembre 1993. Ils sont allés dîner tous les deux et il l'a déposé chez elle vers 23h et après ça, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Avec cette information, les policiers estiment que Victor serait possiblement mort entre la nuit du 3 et du 4 décembre 1993. Et au niveau de la soirée de sa disparition, les inspecteurs avaient fait quand même une petite enquête à ce moment-là et sa voiture était toujours garée devant son appartement à lui. Donc ça signifie que du moment où il a déposé Kay, qu'il est rentré chez lui, on a une trace quand même, on voit qu'il est rentré chez lui. Et ça doit être au moment où il est rentré chez lui qu'il s'est passé quelque chose. Mais lorsqu'ils sont allés dans l'appartement, il n'y avait rien. Aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte ou de quelque chose comme ça. Donc il n'y avait pas d'éléments qui montraient vraiment qu'on devait s'inquiéter, mais pourtant ça fait quand même 1 mois qu'on n'a aucune nouvelle de lui, et maintenant qu'ils ont son corps, ils savent que c'était vraiment une disparition qui était plus qu'inquiétante, déjà à l'époque. Ils vont alors convoquer Kay au poste de police, et c'est à ce moment-là qu'ils vont lui annoncer la mort de Victor, et elle va être complètement dévastée. Mais surtout, elle va dire une phrase qui va changer le cours des choses. Elle va dire quelque chose comme « Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» Donc là, directement, la police se demande pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Et elle explique que lorsque Victor a disparu 1 mois plus tôt, quelques jours plus tard, sa mère a été assassinée. Effectivement, sa mère, Catherine Miller, qui avait 77 ans, a été retrouvée 4 jours après la mort de Victor. Elle a été retrouvée chez elle, assassinée,
et elle a reçu 2 balles dans la tête, tout comme Victor finalement. Donc là c'est vrai que c'est quand même assez similaire, l'exécution est très similaire, il s'agit de 2 balles dans la tête pour les deux cas. Mais la différence, c'est que l'arme utilisée n'est pas la même. Pour Victor, c'était un calibre de type 22, et pour la mort de Catherine Miller, c'est un calibre de type 38. Donc déjà, c'est pour ça qu'il y avait un manque de connexion entre les deux. Mais là, la police ne croit pas vraiment aux coïncidences. C'est trop gros. Qu'il y ait quand même 2 morts sur un court laps de temps, parce que ça veut dire qu'il y a juste 4 jours de différence, qu'il y a une personne qui est reliée dans les deux cas, ils commencent vraiment à se dire que finalement, Kay est le centre de tout. Donc ils vont interroger un peu plus Kay pour essayer de comprendre, et ils lui demandent est-ce qu'elle n'aurait pas des ennemis, est-ce qu'elle n'aurait pas quelqu'un qui lui en veut. Et elle explique que non, elle n'a pas d'ennemis en particulier, mais par contre, l'année qui s'est écoulée, elle explique qu'elle a été victime d'harcèlement. Donc elle a reçu des appels menaçants, des lettres menaçantes, et un autre fait quand même très grave, c'est durant une nuit, son fils dormait et il a entendu une grosse détonation. Ils ont paniqué, ils ont directement appelé la police, et la police, quand elle est arrivée sur place, ils ont remarqué qu'il y avait une balle qui s'était logée dans la commode. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a tiré depuis l'extérieur et a presque tué son fils. Mais on ne savait pas qu'on n'avait aucun élément. Et donc là, vraiment, la police commence à se demander quel est le lien entre les deux. Je vais vous mettre juste après un extrait d'une des lettres qu'elle a reçues pour que vous voyez un peu la teneur des propos qu'elle recevait. Roses are red, violets are blue. We are going to Jason and your house too. Donc Kay n'a visiblement pas d'ennemis. Et lorsque les inspecteurs repensent à une des lettres qu'elle a reçue, ils se disent qu'il y avait quand même un côté assez sentimental dedans. Ils se demandent si ça pourrait pas être lié à une rupture. Donc ils lui demandent, est-ce qu'elle n'aurait pas eu une rupture difficile ou quelque chose dans ce genre-là? Et c'est vrai que là, elle répond que oui, elle a eu une rupture difficile avec un homme qui s'appelle Lamont Claxton Underwood, qu'on appelle généralement Elsie Underwood, et qui est policier. Et elle explique qu'elle a rompu avec cet homme il y a un petit moment, et que celui-ci ne l'a pas bien pris du tout. Elle explique qu'elle a rompu avec lui parce que c'est une personne assez, on va dire, excessive. Elle peut être adorable, et d'un coup, piquer des crises de colère, mais qui sont démesurées. Donc elle a décidé de mettre un terme à leur relation, sauf que celui-ci n'acceptait pas vraiment la rupture. Et pour illustrer ça, elle va donner un exemple. Elle va dire qu'un jour, après leur rupture, elle était donc dans un bar, elle avait un rendez-vous avec un homme. Elsie l'a vu, il s'est assis à côté d'elle, et il s'est saisi de son thé glacé, et il l'a renversé sur ses genoux, sans rien dire, et il est parti. Donc déjà, ça montre quand même un côté un peu spécial de sa personnalité. Mais lorsque les policiers commencent à avoir des soupçons envers Elsie et qu'ils en parlent à Kay, celle-ci répond que non, elle n'a aucun doute. Déjà parce que Elsie est un policier, donc pour elle, un policier ne peut pas faire ce genre de choses. Et elle ne pense pas qu'il serait capable de faire du mal à son enfant. Parce qu'il connaît son fils et qu'ils avaient eu comme une relation un peu, pas père-fils, mais presque. Ils avaient quand même vécu ensemble. Donc elle ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Et le dernier élément, c'est aussi que la voix sur les appels téléphoniques n'est pas celle d'Elsie. Kay l'aurait reconnue. La police va faire des recherches sur le passé sentimental de Elsie. Il se rend compte qu'il a déjà été marié 3 fois et que les 3 mariages se sont mal finis. Et que aussi toutes les relations qu'il a eues, il y a eu des complications et que certaines femmes ont même porté plainte contre lui parce qu'elles l'accusaient de les harceler. Il les suivait de partout et il détruisait aussi des objets qui leur appartenaient. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à accepter la fin d'une relation. Donc du moment que ça a commencé à aller mal ou que c'était totalement fini, son comportement devenait vraiment inquiétant envers ces femmes-là. La police souhaite interroger Elsie, mais celui-ci refuse. Donc ils vont continuer à se renseigner et à un moment, ils vont découvrir que la nuit de la disparition de Victor, Elsie a passé un coup de téléphone à un de ses collègues pour demander des informations sur une plaque d'immatriculation. Je vous laisse écouter l'enregistrement. First name V as in Victor. The last name is Gunnarsson. La police, comme je l'ai dit précédemment, ne croit pas aux coïncidences. Et donc, avec cet enregistrement, leurs doutes deviennent de plus en plus évidents envers Elsie. Et ils arrivent à obtenir un mandat de perquisition pour aller chez lui. Et lorsqu'ils vont rentrer dans son appartement, ça va vraiment montrer un côté de sa personnalité différent. Par exemple, ils expliquent que tout est rangé parfaitement, tout est minutieusement rangé.
Par exemple, lorsqu'ils ouvrent les placards, ils se rendent compte que les boîtes de conserve sont mises dans l'ordre alphabétique. Elles sont toutes mises du même côté, l'étiquette derrière, tout est parfaitement rangé. Et c'est la même chose dans son dressing. Toutes les chemises sont mises du même côté, le cintre dans le même sens, avec le même espace pour tout. Donc vraiment, ça montre comme un trouble obsessionnel du comportement. La police va après aller fouiller sa voiture. Mais c'est vrai qu'ils savent que Elsie est un policier expérimenté, qui ne va sûrement laisser aucune preuve qu'ils vont pouvoir trouver. Et surtout que maintenant, ils connaissent encore plus son côté vraiment méticuleux, parfait. Donc, ils n'ont pas vraiment d'espoir avec la fouille de la voiture. Donc, lorsqu'ils fouillent la voiture, c'est vrai qu'elle est parfaitement propre. Il n'y a pas une tache de saleté, il n'y a rien. Mais lorsqu'ils ouvrent le coffre, ils se rendent compte que sur le tapis du coffre, il y a comme une trace de semelle. Comme si quelqu'un avait été dans le coffre et avait donné des coups de pied pour essayer d'ouvrir le coffre. Ils vont donc saisir ce tapis et l'envoyer pour le faire analyser au labo. Ils vont trouver d'autres éléments aussi dans l'appartement. Une autre chose, c'est la machine à écrire. Ils la saisissent et finalement, ils arrivent à faire la correspondance entre les lettres et cette machine à écrire. Et un autre élément encore, c'est lorsqu'ils trouvent du ruban adhésif chez Elsie. Ils vont comparer à celui qu'on a retrouvé proche du corps de Victor. Et ils savent qu'en tout cas, il s'agit de la même marque. En attendant les résultats du labo concernant le tapis, la police essaye de faire parler Elsie, mais celui-ci est vraiment très virulent envers eux. Je vous laisse écouter un extrait d'une cassette. Hello? Elsie, this is Don Gale from the North Carolina Bureau of Investigation. Let me tell you something, Don Gale. You're going to stay away from her, and you're going to quit spreading these lies and rumors that you've been spreading around about me. I'm tired of it, and I ain't taking it no more, Don. Now, if you want to continue to fight, we can go to court, and we'll fight. I have enough. You're a fucking traitor, bastard. I don't have nothing to say to you about nothing. Après ça, les résultats du labo vont tomber. Et le technicien, lorsqu'il a fait l'examen du tapis, ne trouvait rien. Tout était propre, parfaitement clean. Et finalement, il allait abandonner à ce moment-là, et tout d'un coup, il a vu quelque chose. Et il s'est rendu compte, en regardant de plus près, qu'il s'agissait de plusieurs petites mèches de cheveux qui étaient entremêlées dans la laine du tapis. Donc il a réussi à les prélever et à les analyser. Et lorsque l'analyse est revenue, l'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien des cheveux de Victor. Donc ils ont maintenant une preuve formelle qui indique qu'à un moment ou un autre, Victor s'est retrouvé dans le coffre de Elsie. Elsie est donc arrêté et accusé de meurtre. Il ne va rien avouer, il va nier tous les faits. Donc la police n'a pas d'autre choix que de faire leur propre scénario des choses. Ils pensent déjà à 2 mobiles possibles. Et le premier, ce serait pour la faire souffrir. Ce serait juste de la vengeance pure envers Kay. Donc de la faire souffrir en lui prenant Victor et en lui prenant sa mère. Mais ils tentent plutôt pour la deuxième hypothèse, qui serait que son but était vraiment fait de récupérer Kay. Et pour ça, il devait faire disparaître les gens qui comptaient pour elle. Comme ça, elle n'aurait plus d'autre choix que de se retourner vers lui et revenir auprès de lui. Ce qui est quand même assez malsain, mais bon. Il pense donc que la nuit du 3 décembre 1993, Elsie observait Kay. Ça devait faire déjà un petit moment qu'il l'observait, qu'il devait la suivre dès qu'elle faisait quelque chose. Et donc il les a probablement vus s'embrasser devant chez Kay cette nuit-là. Et c'est là qu'il a probablement également passé l'appel pour savoir la plaque d'immatriculation de Victor et son identité. Il l'a suivi jusqu'à chez lui. Il était probablement, on pense, habillé toujours avec son uniforme de police. Il s'est rendu chez lui et on ne sait pas si c'était sous la contrainte d'une arme ou il a utilisé le fait qu'il soit policier, mais en tout cas, il a réussi à le faire sortir de chez lui et à le mettre dans son coffre. Et il l'a amené jusqu'au parc national où on l'a retrouvé. Et c'est là qu'il a exécuté avec 2 balles dans la tête. On pense qu'après, 4 jours après la disparition de Victor, Elsie s'est rendue chez Catherine Miller, la mère de Kay. Et elle a laissé entrer parce qu'elle le connaissait. C'était un policier, elle le connaissait, il était sorti avec sa fille. Donc elle a probablement laissé rentrer sans aucun problème. Et c'est là qu'il a décidé de directement la tuer de 2 balles dans la tête, comme Victor. En 1997, Elsie va être condamnée pour le meurtre de Victor. Il va être condamné à perpétuité. Il n'est pas condamné pour le meurtre de Catherine parce que le procureur n'a pas voulu mettre cette poursuite en plus. Parce que s'il l'ajoutait au dossier, le problème c'est qu'ils avaient beaucoup moins d'éléments pour ce meurtre-là. Et comme on sait, le doute profite à l'accusé. Donc pour être sûr qu'il soit condamné au moins pour un meurtre et qu'il soit condamné à perpétuité, ils ont décidé de juste juger le meurtre de Victor. Le 23 décembre 2018, Elsie Underwood est morte
en prison de façon naturelle. Comme on peut voir dans cette affaire, être policier ne signifie pas forcément qu'on est bon. Il y a des gens mauvais qui existent de partout. Après, cela ne veut pas dire que tous les policiers sont mauvais, au contraire. Mais plutôt que cet homme ne méritait pas de porter ce titre, clairement. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne réaction de la part des policiers, parce que souvent, on a tendance à reprocher que lorsqu'il s'agit d'un collègue, ils ont plus de mal à faire une enquête poussée ou à les accuser. Et en tout cas, lors de mes recherches par rapport à cette affaire, je n'ai pas du tout ressenti ça. Au contraire, j'ai vraiment senti que du moment qu'ils ont compris que c'était comme un policier corrompu, ils ne l'ont pas lâché. Et qu'ils sont allés jusqu'au bout des choses, quitte à prendre des risques. Et même s'ils les menaçaient ou quoi que ce soit, ils n'ont pas lâché. Et je trouve que vraiment ça montrait un bon exemple de la police, qu'ils n'hésitent pas quand même si c'est un de leurs éléments, ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout des choses. C'est dramatique de voir que Kay lui faisait confiance à ce point-là, et que cet homme, en fait, l'a complètement trahi. Il a supprimé 2 personnes qu'elle tenait énormément, et dont elle était très proche. Et tout ça pour justifier par, on va dire, une raison d'amour. Mais non, l'amour c'est pas ça. On ne justifie pas ce genre de choses par amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est juste faire quelque chose de malsain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up. Et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.